Bonsoir, merci d'être venus si nombreux à cette conférence consacrée à l'affaire Alstom. Donc une conférence qui se divisera en 4 parties, en 4 séances différentes, d'un peu plus d'1 heure chacune. Donc j'ai appelé ce cycle de conférences Alstom, la chute d'une industrie, à 2 égards, dans la mesure où nous allons étudier ce qui est devenu ce qu'on appelle communément l'affaire Alstom, qui en fait questionne les événements qui ont amené au rachat par General Electric de l'activité de la branche énergie de la société française Alstom, qui existe encore aujourd'hui, mais seulement dans ses activités de transport ferroviaire. Et d'autre part, la question de la chute d'une industrie est un thème plus général qui concerne évidemment l'industrie française. Donc l'idée de cette conférence, c'est d'utiliser l'exemple de l'affaire Alstom pour questionner des problématiques plus générales qui concernent en fait l'ensemble de l'industrie française, pour en voir des limites qui peuvent être désastreuses dans ce secteur. Alors un petit point d'introduction pour commencer. Donc cette série de conférences est le fruit d'1 an de travail de recherche, donc de travail académique. C'est un mémoire de recherche pour tout dire. Et ces conférences donc s'appuient sur des sources qui sont tout à fait officielles. Je n'ai pas eu accès à des sources confidentielles ou particulièrement secrètes ou classifiées, mais tout simplement à des rapports, à des ouvrages reconnus, à des bilans financiers, donc à tout ce qui peut être accessible par n'importe quel autre citoyen français. Donc tout au long de ces cycles de conférences, vous pourrez avoir accès aux sources, puisqu'elles seront mentionnées à la fin de chaque chapitre. Donc le but concrètement de ces conférences-là sont de tirer des enseignements de l'affaire Alstom pour mieux comprendre comment, pourquoi une industrie stratégique française peut être dépecée au XXIe siècle. Donc le but de cette conférence, encore une fois, ce n'est ni de faire une diatribe contre telle ou telle personnalité, suivez mon regard, politique ou autre, ou contre tel ou tel pays ou institution, ni de faire une plaidoirie pour présenter Alstom comme une sorte de martyr qui n'aurait rien demandé et qui aurait succombé finalement à une sorte de vaste conspiration avec des Américains d'un côté et des élites françaises avec des schémas très, très simplistes. Donc le but, c'est tout simplement de présenter une explication sourcée et critique d'une affaire qui est assez complexe, avec les moyens du bord, moins de 10 ans après les faits. Alors, grosso modo, on peut identifier 2 lectures. Alors c'est très schématique et très caricatural la façon dont je vais le présenter, mais 2 lectures très différentes de l'affaire Alstom. Une qui va affirmer que Alstom, en fait, c'est une entreprise qui entre en déclin très vite, dès le début des années 2000, qui finit rachetée par General Electric par le simple jeu du marché, du fait d'une opération, tout simplement, comme il s'en passe tous les jours dans le monde de l'industrie et des affaires. Donc ça, évidemment, c'est une vision qui est plutôt avancée par certains personnages, parmi les protagonistes les plus exposés, comme Patrick Cron ou Martin Bouygues. Martin Bouygues qui est l'actionnaire majoritaire, qui était l'actionnaire majoritaire du groupe Alstom à 20% du capital au moment des faits, ou encore Hakim El Karoui, qui est toujours, a priori, un ami personnel d'Arnaud Montebourg, qui avait été mandaté au sein du cabinet de conseil Roland Berger pour faire justement une étude en début 2014 ou fin 2013 pour voir un petit peu quelle était la position d'Alstom et que pouvait faire l'entreprise pour essayer de se refaire. Et évidemment, ces gens-là expliquent que Alstom n'allait pas très bien, et que finalement le rachat par General Electric était quelque chose de relativement sensé, ou en tout cas que ça pouvait faire partie d'une stratégie d'entreprise. D'un autre côté, vous avez une autre vision, une autre lecture, qui va très schématiquement là aussi expliquer qu'Alstom c'est une victime de la justice américaine, qui cette justice était en collusion avec General Electric, que je noterai GE souvent parce que c'est comme ça que ça se note assez régulièrement. Donc quand vous voyez GE, c'est General Electric. Et que en fait, vous avez donc une étrange défaite qui n'est pas un hasard économique, mais l'objet d'une espèce de machination, de stratégie américaine. Donc là, vous avez clairement une autre ligne qui est plutôt soutenue par Frédéric Perucci, par Arnaud Montebourg ou par Jean-Michel Quatrepoint. Et ce que j'ai constaté finalement, c'est que ces 2 approches sont plutôt fondées en fait,
et qu'elles ne s'opposent pas, elles ne sont pas antagonistes, elles sont en fait complémentaires. Et d'ailleurs, ces deux lectures reconnaissent très volontiers qu'il y a eu des manquements de la part de l'État français et des hauts fonctionnaires de façon générale, et finalement, elles ne s'opposent pas, ces lectures. Donc, moi, ce que j'ai proposé et ce que j'ai conclu à la fin, mais on le verra évidemment dans la 4e partie, à la toute fin, la grande conclusion de ce cycle de conférences, c'est qu'en fait, toutes ces lectures sont tout à fait exactes. Alors, la démarche qui a été la mienne, elle repose sur 4 points principaux, qui est une démarche d'historicité, c'est-à-dire que le but est d'éviter des biais rétrospectifs, c'est-à-dire rétrospectivement de dire, mais évidemment, bon sang, mais c'est bien sûr, l'affaire Alstom ne pouvait que découler de ça, c'est-à-dire que c'était le résultat logique, voire téléologique, d'une tendance ou de facteurs qui tous amènent fatalement et inexorablement à l'affaire Alstom. Donc on évite ça. L'honnêteté intellectuelle qui consiste à éviter les biais de confirmation, là aussi, c'est-à-dire de ne voir et de n'avancer que des choses qu'on veut voir et qu'on veut avancer. De la prudence pour éviter de tirer des conclusions trop hâtives, donc là où j'aurai une part de doute, où il n'y aura pas assez de preuves, je vous le dirai. Et de la multidisciplinarité pour établir des liens entre des données. Parce que le problème, en l'occurrence, sur le cas de l'affaire Alstom, c'est que pour pouvoir affirmer certaines choses, il faudrait des preuves. Et des preuves, elles doivent exister dans des archives du renseignement américain, de General Electric, de la haute fonction publique française. Le problème, c'est qu'elles ne sont clairement pas accessibles, et qu'elles ne le seront sûrement pas avant 40 ou 50 ans. Donc, pour mieux comprendre la dynamique de l'affaire Alstom, une des meilleures choses à faire, c'est d'essayer d'établir des liens entre des données différentes pour comprendre un cadre relativement général, puisque nous n'avons pas accès à un cadre très spécifique. Donc, en termes de postulat aussi, je suis parti sur 2 idées principales qui sont que, en général, une opération comme un rachat d'entreprise résulte plutôt d'une conjonction de facteurs, plus probablement, plutôt que d'une unique causalité qui créerait ipso facto le résultat qu'on voit en 2014. Et d'autre part, que tout ça résulterait plutôt d'un processus dynamique plutôt que d'un coup de tonnerre dans un ciel bleu, comme souvent dans les dynamiques de système. Donc voilà la démarche qui a été la mienne tout au long de cette étude. Donc en termes de plan, je vous propose 4 séances. La première que nous allons voir aujourd'hui évoquera la partie 1, qui en fait est une réflexion autour d'Alstom et des conglomérats. Le conglomérat de la Compagnie Générale d'Électricité, dont Alstom faisait partie pendant très longtemps, je reviendrai là-dessus, à General Electric et en fait à la réalité économique de la concurrence aujourd'hui entre grands conglomérats dans la mondialisation. Une partie 2, la prochaine fois, qui questionnera l'affaire Alstom dans son cadre réglementaire et politique, où nous verrons comment l'industrie française progressivement a évolué, comment la juridiction, comment les réglementations, suivez mon regard, ont évolué, et dans un sens qui ne permettait pas de protéger une entreprise comme Alstom, mais pas seulement. Dans une 3e partie, nous questionnerons le fait de savoir si Alstom est une victime des États-Unis d'Amérique, de la justice américaine, et dans quelle mesure, par quel dispositif. Et enfin, dans une 4e partie, nous étudierons les élites françaises, le rôle des élites françaises et les manquements de cette élite dans le règlement de l'affaire Alstom. Voilà le programme. Donc, première partie, Alstom et les conglomérats, de la CGE à General Electric. Un premier chapitre, tout simplement pour vous présenter ce qu'est Alstom. Pour présenter une entreprise, il y a 2 facteurs essentiels. Déjà, on va étudier son identité, c'est-à-dire son histoire, d'où elle vient, et ses savoir-faire, ce qu'elle fait. Et on va voir d'ailleurs que ce savoir-faire était vraiment stratégique. D'abord donc, questionnons l'histoire d'Alstom, c'est-à-dire la grandeur et décadence d'un fleuron industriel français. Déjà, Alstom, c'est un vieux fleuron français qui résulte d'une longue histoire. Chose que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps concernant le nom même d'Alstom. En fait, il s'agit de la contraction de 2 entités, la Société alsacienne de construction mécanique et la Compagnie française pour l'exploitation des procédés Thomson-Houston, qui vous donne Alstom. Voilà l'origine de cette entreprise qui est créée en 1928 sous ce nom.
avec un H, je le précise. Donc cette société est spécialisée dans le transport ferroviaire, déjà, elle fabrique des locomotives, et dans l'électricité, déjà, elle fabrique par exemple des turbines hydrauliques. Et après 1945, évidemment, avec la reconstruction, le développement de l'électricité, des réseaux électriques français, vous avez cette société qui est en plein essor. Parce qu'elle va vendre ses turbines hydrauliques, elle va vendre des turbo-alternateurs et elle va croître en taille, et en même temps, elle vend ses locomotives, etc. Alors, cette belle entreprise est repérée par un grand industriel français qui s'appelle Ambroise Roux, et qui était alors vice-président de la Compagnie Générale d'Électricité, que j'appellerai la CGE pour des raisons évidentes. Et Ambroise Roux donc va intégrer Alstom à son groupe en 1969. Donc la CGE, pour faire simple, c'est un grand conglomérat français qui se voulait et qui se pensait, puisque Ambroise Roux voulait sciemment créer ce conglomérat dans ce but, se voulait être un rival de Siemens et de General Electric. Et dans ce groupe, qui était dantesque, il y avait les sociétés suivantes. Alcatel, la Société Générale d'Entreprise, qui est devenue aujourd'hui Vinci, Alstom, intégré en 1969, les Chantiers de l'Atlantique, encore présents aujourd'hui, mais en moins bonne posture, qui ont été intégrés en 1976 à cette société, Thomson CSF, qui était sur de l'électronique en général, intégré en 1983, et une part de Framatome, 40% de Framatome, qui était l'ancien nom d'Areva, et qui est redevenu d'ailleurs une partie d'Areva encore aujourd'hui, intégré en 1986. Tout ça, c'était une seule entreprise, un seul grand conglomérat français, un vrai rival de Siemens et de General Electric. Alors cette merveille de l'industrie qu'est la CGE va être rebaptisée en 1991 Alcatel-Alstom, elle est mieux connue sous ce nom-là, pour des raisons simplement de modernisation du nom. CGE, Compagnie Générale d'Électricité, ça sonne un petit peu vieux, en 1991. Et dans les années 80-90, cette société est le leader mondial dans les télécommunications et les câbles électriques. Et elle a de fortes positions dans l'énergie. Donc c'est quelque chose de brillant. Mais évidemment, toutes les choses ont une fin, a fortiori dans la France des années Mitterrand. Donc dans les années 70, on va avoir l'envolée, comme vous savez, du secteur nucléaire en France, suite aux chocs pétroliers, qui vont mettre la priorité sur le développement d'une énergie non pétrolière, donc le nucléaire, et l'envolée du TGV, inventé par Alstom. Donc tout ça, ça va être les grandes heures de la CGE. Mais évidemment, pendant les années Mitterrand, tout ça va être un peu bouleversé, on le verra plus en détail dans la partie 2 la prochaine fois, et ça va clairement impacter la CGE en tant que telle. En 1982, comme vous savez, Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, et il lance les programmes de nationalisation des grandes entreprises françaises. La CGE est évidemment nationalisée à ce moment-là, et donc elle passe sous une tutelle politique. Toujours est-il qu'en 1984, Georges Pébreau, qui était le PDG de la Compagnie Générale d'Électricité, a une stratégie qui n'est pas du tout idiote, pour le coup dans les années 80, c'est qu'il veut investir à fond la partie Alcatel du groupe sur la téléphonie mobile, ce qu'on appelait évidemment les cellulaires, donc pour créer des portables. Mais évidemment, ce que raconte Jean-Michel Quatrepoint, le gouvernement socialiste va empêcher cette stratégie en estimant que le mieux, c'est évidemment que la CGE reste dans ses domaines de compétences, ses savoir-faire, et ne s'aventure pas sur de nouveaux marchés, de nouvelles activités. Donc évidemment, on comprend que déjà la CGE, là, a loupé le coche qu'elle aurait pu prendre si on l'avait laissé dans une stratégie d'entreprise un petit peu plus indépendante. En 1986, évidemment, 4 ans après être nationalisée, la CGE est privatisée par le gouvernement Chirac, tout aussi bêtement qu'elle avait été nationalisée d'ailleurs. J'y reviendrai aussi la prochaine fois. Donc en 1989, Alstom, toujours filiale de la CGE, va fusionner avec une filiale de la General Electric Company, qui n'a rien à voir avec la General Electric, pour le coup, et elle va changer de nom, elle va devenir GEC Alstom. Donc je vous le précise simplement, parce qu'après je parlerai de GEC Alstom, donc c'est un détail, mais toujours est-il que vous avez ce groupe qui évolue, en tout cas cette filiale. En 1995, Serge Tchourouk devient PDG d'Alcatel-Alstom, et lui il a une stratégie qui est de miser à fond sur le tout télécom. Alors Serge Tchourouk, vous connaissez peut-être une de ses citations, qui est qu'il voulait faire de l'industrie sans usine. C'est-à-dire quelqu'un qui croit dans le tout télécom, et en fait dans la numérisation à outrance. Donc il veut lancer
toute la CGE dans le télécom, alors que Serge Tchourouk lui-même n'est pas du tout issu de l'industrie du télécom. C'est un domaine qu'il ne maîtrise pas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre la partie Alstom du groupe Alcatel-Alstom. Si bien que Alcatel va partir de son côté et Alstom de l'autre. Parce qu'il faut savoir que quand vous misez sur une stratégie du tout télécom, vous devez avoir du cash, une bonne quantité de cash, parce que c'est un secteur particulièrement dangereux, si j'ose dire, qui exige des grandes quantités d'innovation très très récurrentes pour toujours être à la pointe. Sinon, vous faites dépasser, vous êtes mort dans le télécom. Donc c'est une stratégie risquée, mais il fallait du cash. Donc ce qui a été fait, c'est de vendre la partie GEC Alstom, d'Alcatel Alstom, ce qui est fait en 1998, où on vend toutes les parts en bourse, et c'est comme ça qu'Alstom entre en bourse en 1998. Donc en 1998, Alcatel Alstom, l'ex-CGE, est démantelé. Et Alstom, à cette occasion, perd son H et devient Alstom sans H. Mais déjà, dès 1999, Alstom se retrouve en grande difficulté. Parce qu'en fait, le nouveau PDG de cette entreprise devenue indépendante, qui était avant une filiale, s'appelle Pierre Bilger, c'est un ancien inspecteur des finances, donc évidemment je n'ai pas pu m'empêcher de le spécifier, et il devient donc PDG d'Alstom. Et par un plan qui était tout à fait intelligent sur le papier, il veut fonder une société, une filiale commune avec l'entreprise suisse Brown Boveri, et cette filiale s'appellerait ABB Alstom Power. Elle serait détenue à 50-50 par Alstom et par Brown Boveri. Le problème, c'est que si sur le papier ce projet est tout à fait intéressant, dans la pratique, il ignore complètement les différences entre les procédés de fabrication, les normes, les standards qu'avait Alstom et qu'avait Brown Boveri. Si vous voulez, on essaie de faire travailler ensemble des sociétés qui ne fonctionnent absolument pas de la même façon. Et ça, évidemment, les hommes de terrain l'auraient vu, mais a priori, les hommes qui ne sont pas de terrain ne le voient pas. Donc sur le papier, le programme marche bien, mais en réalité, ça crée des retards, ça crée des difficultés, tout simplement parce que la filiale n'a pas de direction et n'a pas de standards, de normes et de procédés de fabrication fixés et cohérents. Donc très vite, le Suisse Brown Boveri, pas fou, comprend que c'est pas une bonne affaire, et donc va revendre seulement 9 mois après les avoir achetés, toutes les actions de cette filiale. Et Alstom, évidemment, se retrouve avec 100% de cette société, de cette filiale, qui ne marche pas. Et l'opération dans son ensemble va être un gouffre financier énorme pour Alstom. La simple création de cette filiale ABB Alstom Power va coûter 1,7 milliard d'euros au total. L'exercice 2002-2003 va entraîner 2,3 milliards de pertes. Et fin 2003, au final, Alstom se retrouve avec 1,4 milliard de déficit, 5,5 milliards de dettes et 9 milliards de titres de caution. Donc moins de 5 ans après sa séparation d'avec la CGE, d'avec Alcatel, Alstom se retrouve en quasi-faillite. Bien sûr, c'est là qu'intervient l'État français, parce qu'Alstom se trouve en position extrêmement grave, à 2 doigts de déposer le bilan, et donc en 2003, l'État intervient pour sauver le groupe, et Bruxelles intervient pour l'enfoncer. Je vais m'expliquer. Patrick Cron, à ce moment-là, devient PDG d'Alstom, et il remplace Pierre Bilger, qui, vu le scandale, rend le tablier, puisqu'il a foutu en l'air une société quand même. Une société qui allait très bien quand il l'a prise, en quelques années. Donc Patrick Cron arrive dans cette situation. Patrick Cron est quelqu'un qui connaît bien Nicolas Sarkozy, et du coup les deux essaient vraiment de redresser Alstom qui ne va pas bien. Et Sarkozy aussi, a priori, a quand même bien défendu le dossier. On peut lui reconnaître ça toujours. Pour sauver l'entreprise, donc l'État français va racheter 20% d'Alstom. Il va rentrer au capital et injecter 720 millions d'euros pour sauver l'entreprise. Et évidemment, la Commission européenne est scandalisée et elle va conditionner cette aide d'État, puisque c'est sa prérogative juridique. Elle va exiger 3 choses de l'État français. D'une part, que l'État se désengage sous 4 ans du capital d'Alstom, donc vendre toutes ses parts, vendre les 20% du capital d'Alstom à un privé. Donc finalement, ce sera le groupe Bouygues qui va le racheter en partenariat avec l'État pour le coup, et l'État va réaliser une plus-value sur l'opération. Donc l'État ne sera pas du tout perdant sur cette opération, contrairement au groupe Bouygues, on en reparlera plus tard. D'autre part, la Commission va
exiger que Alstom vende l'activité transmission et distribution à Areva pour 913 millions d'euros. Et enfin, elle va exiger, la commission, de vendre les turbines industrielles d'Alstom à Siemens. Il faut savoir que Siemens exerce un lobbying extrêmement important sur Bruxelles et que dans cette affaire, particulièrement, Siemens a tout fait pour essayer de tuer Alstom. Et c'est une des raisons pour lesquelles, là aussi on en reparlera dans une autre partie un peu plus tard, Patrick Cron et l'ensemble d'Alstom, des syndicats aux travailleurs jusqu'au capital et ainsi de suite, tous, grosso modo, ont une haine viscérale à l'égard de Siemens. C'est le grand rival d'Alstom, Siemens. Voilà. À cause, entre autres, de cette opération. En 2006, Alstom va vendre les chantiers de l'Atlantique à un groupe norvégien qui s'appelle Aker Yards, et donc va se séparer d'une autre activité qui faisait partie de la CGE, et qu'elle avait prise avec elle, prise dans ses valises, si j'ose dire, quand il y a eu la dissolution entre Alcatel et Alstom. Donc moins de 10 ans après la scission d'Alcatel-Alstom, qui s'est passée en 1998, l'ex-CGE est totalement détruite. Voilà ce qui se passe quand on fait n'importe quoi. Mais l'entreprise Alstom, quand même, va être redressée par l'État. Elle va se redresser péniblement, ça va être compliqué. Et finalement, l'année 2008 n'est pas si mal. Entre 2003 et 2008, elle a des retards énormes sur le plan technologique. Mais en 2008, l'année est plutôt encourageante et Alstom se réorganise en interne. Donc en 2010, Alstom va essayer de racheter l'activité qu'elle avait vendue de force à Areva, donc l'activité transmission et distribution, qu'elle avait vendue 913 millions et qu'il va racheter 2 milliards. Donc déjà, l'opération n'est pas extrêmement profitable au final, et elle va imposer à Alstom de s'endetter pour racheter l'activité qui était la sienne. Je vous ai mis un état de la trésorerie du groupe Alstom en millions d'euros, où vous voyez la trésorerie disponible, la dette financière, l'excédent et le déficit. Clairement, ce qu'on voit, c'est que à partir de 2010-2011, vous avez quelque chose qui se passe et qui fait que le groupe Alstom s'enfonce sur le plan financier. J'ajouterai aussi que c'est à partir de 2011 que Alstom introduit des technologies et mise beaucoup plus sur le renouvelable. Donc on reviendra dans le détail juste après, où donc Alstom va se subdiviser en 4 secteurs. Le thermal power, donc sur toutes les énergies thermiques, renewable power, sur les énergies renouvelables, grid, sur toutes les activités de réseau électrique, parallèles complémentaires des activités énergie, et transport ferroviaire. Voilà comment les choses se passent jusqu'en 2014. Alors, un point sur l'affaire Alstom en bref, parce que c'est une affaire un peu complexe. Je vous renvoie au livre de Jean-Michel Quatrepoint pour étudier vraiment le déroulé des événements, mais en l'espèce, je veux simplement vous expliquer les diverses étapes qui nous amènent à ce que je vais vous évoquer, parce que, disons que je ne vais pas trop développer sur chaque étape en tant que telle. Je pense que la présentation en bref que je vais vous faire pourrait être clairement complétée par Some Scandale d'État et d'autres ouvrages ou textes, mais qu'elle ne sera pas l'essentiel de mon propos pour le coup. Mon propos va étudier sous différents angles en fait cette dynamique que je vais vous présenter. Donc concrètement, en bref, l'affaire Alstom, elle commence en 2014 et elle se solde par le rachat des activités énergie d'Alstom. Donc je pourrais évoquer sous la dénomination Alstom Power, même si ce n'est pas tout à fait exact en fait. Mais toujours est-il que c'est la branche énergie. Donc tout commence le 9 février 2014, où Patrick Cron et Jeffrey Immelt, qui est le PDG de General Electric, ont un dîner à l'hôtel Bristol. C'est tout à fait normal dans le monde des affaires. L'hôtel Bristol sert entre autres à ça. Ce sont des industriels qui viennent discuter entre eux, voir s'il n'y a pas des choses à faire. Donc jusque-là, rien de bien choquant. Le problème, c'est que Patrick Cron va, enfin le problème pour ainsi dire, Patrick Cron va, pendant ce dîner-là, expliquer à Jeffrey Immelt qu'il veut vendre toute la branche énergie d'Alstom. Donc officiellement, tant que des témoignages ou des preuves ne vont pas affirmer l'inverse, c'est bien Alstom qui propose à General Electric de vendre toute sa branche énergie, par l'intermédiaire de Patrick Cron. Et toute cette opération se passe de façon tout à fait secrète et confidentielle. Le 23 avril, donc quelques semaines plus tard, un mois plus tard, Jeffrey Immelt et Patrick Cron se rencontrent une nouvelle fois pour finaliser en fait l'accord qui a été discuté entre-temps par les juristes, les opérations des deux sociétés pour voir qu'est-ce qu'on vend, sous quelle modalité, par quel contrat, etc. Donc c'est un accord qui en fait est monté de façon totalement autonome par deux entreprises
qui font une transaction comme une autre. Sauf qu'en fait, il y a quand même des actifs stratégiques dedans. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils le font de façon assez secrète. Toujours est-il que ce même jour-là, 23 avril 2014 toujours, une dépêche de l'agence Bloomberg éveille et met en exergue, officialise cet accord qui prévoit le rachat de toute l'activité énergie d'Alstom par General Electric. Et évidemment, c'est par cette dépêche que Arnaud Montebourg, le gouvernement français et tout le reste des sociétés du secteur, c'est-à-dire aussi les clients d'Alstom et les potentiels commanditaires, apprennent que l'entreprise va être rachetée, probablement. Donc évidemment, le gouvernement français, et Arnaud Montebourg en particulier, le vit très mal, et donc il essaie de convoquer General Electric et Alstom à la table de négociation pour essayer de faire quelque chose, pour empêcher ça, ou en tout cas pour que l'État ait un minimum son mot à y dire. Si bien que le 14 mai, Arnaud Montebourg émet un décret, qu'on appelle le décret Montebourg, qui en fait reprend un décret qui préexistait, on en parlera la prochaine fois, reprend un décret qui existait et l'étend au domaine d'activité exercé par Alstom, pour dire que ce sont des activités stratégiques et que donc l'État a droit de veto pour empêcher éventuellement un rachat. Donc ce décret est acté le 14 mai et permet de faire venir à la table des négociations General Electric essentiellement. Tout le mois de juin, à partir de là, va consister à essayer de trouver des propositions alternatives avec l'entreprise Siemens, le grand rival, et Mitsubishi, donc japonais. Pendant tout un mois, on va essayer, surtout Montebourg, va essayer en fait de donner une proposition alternative au rachat d'Alstom par General Electric, mais finalement, personne ne va essayer d'empêcher le rachat d'Alstom Énergie, concrètement, en tant que tel. Le 19 juin, le gouvernement, Hollande, Valls, Macron et Montebourg finissent par opter pour l'accord de General Electric. Les trois premiers plus que le dernier, je précise. Et le conseil d'administration d'Alstom opte également pour l'accord de General Electric. Le 21 juin 2014, quelques jours après, Montebourg, Patrick Cron et Jeffrey Immelt vont signer l'accord de vente pour 12,35 milliards d'euros d'Alstom Power à General Electric. Donc le but de Montebourg, on en parlera en partie 4, était d'essayer de surfer un petit peu sur cette opération pour montrer qu'il a été formidable dans cette affaire. Mais finalement, en août 2014, il est démis de ses fonctions. Et le 4 novembre 2014, donc, Macron autorise l'investissement de General Electric dans Alstom en tant que nouveau ministre de l'économie. Donc voilà comment les choses se passent dans le cadre de l'affaire Alstom, en très bref. Alors concrètement, quelles activités sont perdues par cet accord ? Ce sont des activités stratégiques. Thermal Power, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un secteur qui est complètement racheté par General Electric. Donc c'est un secteur qui fournissait des centrales à gaz, sur bien des aspects, des turbines, des ajouts de cycle vapeur, tout un tas de produits et de services pour des centrales à gaz. Pour des centrales à vapeur, à charbon et à fioul, alors évidemment pour nous, ça paraît complètement désuet, mais je vous assure que sur le marché asiatique, des centrales à vapeur et à charbon surtout, faisaient un petit peu la pluie et le beau temps pendant plusieurs décennies. C'est ça qui a développé surtout l'Asie pendant quelques temps. Les centrales nucléaires aussi sont évidemment desservies par Alstom, et évidemment ces turbines à vapeur, la turbine Arabelle qui est un bijou de technologie, une technologie très avancée dans le domaine, est vendue aussi évidemment à l'américain General Electric, avec d'autres savoir-faire, et bien sûr cette activité gérait aussi tous les systèmes de maintenance, d'automatisation, etc. Donc c'était une belle perle. Renewable Power est aussi vendu en intégralité à General Electric. Donc c'était un secteur, il faut le dire, qui était moins rentable et peut-être moins intéressant, sur le plan financier en tout cas. Sur le plan des activités, c'était pas forcément inintéressant non plus, puisque les turbines hydrauliques que fournissait Alstom constituaient ses savoir-faire historiques, et ils ont évidemment été totalement vendus à General Electric aussi. Toutes les activités de l'éolien sur lesquelles Alstom n'était pas forcément des plus compétents sont aussi vendues. La géothermie, la biomasse, le solaire thermodynamique à concentration. Je vous ai mis une image à côté pour que vous voyez un peu à quoi ça renvoie. C'est pas forcément évident dit comme ça. Des turbines à application industrielle et quelques expérimentations en hydrolienne. Tout ça était développé par Renewable Power, donc une des branches d'Alstom qui sont vendues à General Electric.
Le grid aussi, donc grid en bon français veut dire réseau, réseau électrique, et tout ce secteur est aussi vendu à General Electric. Donc je vous ai mis des exemples, hein, tout ça est issu des bilans financiers et des présentations officielles du groupe Alstom, avec tout ce qui est fait dans les différents secteurs, donc de transport d'électricité, d'applications industrielles et ferroviaires, pour tout ce qui concerne les smart grids, réseaux intelligents, la maintenance, qui rapporte beaucoup dans le secteur grid, et la modernisation des équipements, bien sûr. Tout un tas de produits et de services, là aussi, qui sont vendus. Le transport, c'est le seul secteur qui n'est pas vendu à General Electric. En fait, Alstom, aujourd'hui, est revenu à cette seule activité de transport. Donc c'est une très belle activité, il ne faut pas le renier, et aujourd'hui c'est une activité qui a priori se porte bien, qui est essentiellement tournée sur la construction ferroviaire, donc tout ce qui concerne les trains, les métros, les tramways, les TGV, etc. Et aussi sur certains éléments d'électrification de voies, d'alimentation de ces voies aussi, et des réseaux de grandes lignes et de réseaux urbains, des enclenchements, des équipements au sol, etc. Donc tout un tas de dispositifs annexes à la seule construction de matériel et de transport ferroviaire. Ça, ce n'est pas vendu. Mais d'autres activités beaucoup plus sensibles, par contre, sont vendues dans le cadre de cette affaire. Et ça, on en parle assez peu. Ce sont donc des activités vitales qui sont vendues à General Electric. Par cette opération de 2014, là je parle toujours sous le contrôle de Jean-Michel Quatrepoint, General Electric est devenu le fournisseur exclusif, donc en monopole, des turbines de porte-avions et de sous-marins nucléaires français. Évidemment, la Commission européenne ne s'est pas émue de cette concentration et de ce statut de monopole, pour le coup. Dans un autre domaine tout aussi important, General Electric a racheté une branche d'Alstom qui était très secrète en fait, qui était très peu connue du public en général, mais aussi même, paraît-il, de Patrick Cron lui-même, la branche Satellite Tracking System. Donc qui est en fait un système de satellite qui faisait partie d'Alstom aussi, et qui était en lien avec les services de renseignement français, qui vous permet de suivre un sous-marin, de suivre tel ou tel mouvement. Je ne connais pas le détail, mais toujours est-il que c'est quelque chose d'important, qu'on ne souligne pas assez et qu'on ignore beaucoup trop. Ce sont évidemment tout ça des activités stratégiques. Je ne reviens pas sur le statut stratégique du secteur de l'énergie, qui est fondamental à la production de richesses, à la stabilité d'un pays, a fortiori dans un contexte de changement climatique. Le nucléaire qui en France représente 70% de la production d'électricité pour l'instant, le grid, tout ce qui concerne les réseaux électriques, qui est le pendant en fait de la production d'électricité en général, même si, j'ouvre des parenthèses, Alstom ne représente qu'une partie, évidemment la partie turbine du nucléaire et quelques câblages du réseau électrique français, ce n'est pas l'équivalent d'RTE ou d'Enedis, mais toujours est-il que ça fait quand même partie du pendant de la production d'électricité. Si vous avez des réseaux mal entretenus, vous n'avez plus de réseau, ou en tout cas ça ne marche pas. Il y a aussi des rapports entre industries qui ont été impactés par cette vente, puisque Areva, qui a changé de nom aujourd'hui, qui n'existe plus, et EDF, qui est à deux doigts de ne plus exister, dépendaient en bonne partie des fournitures d'Alstom, qui étaient en fait leur principal fournisseur. Évidemment, quand General Electric devient le nouveau fournisseur, vous ne parlez pas forcément pareil, et vous n'avez pas forcément les mêmes rapports à une société qui, elle, contrairement à Alstom, est un énorme conglomérat. Sur le plan militaire, il y avait également, et je vous l'ai montré, des activités hautement stratégiques sur le risque de la fourniture de matériel et l'influence sur la conduite des opérations. En 2003, par exemple, lorsque Chirac refuse de rejoindre la coalition menée par les États-Unis contre Saddam Hussein en Irak, les Américains interdisent aux sociétés américaines en général de vendre du matériel militaire français. Si bien qu'à cette époque, nos catapultes sur nos porte-avions, qui étaient fournis par les Américains, ne nous permettaient plus de décoller depuis nos porte-avions. Donc ça avait un impact. Mais si ce sont des turbines pour faire tourner, pour faire avancer le porte-avions nucléaire, vous comprenez que c'est autrement plus embêtant de dépendre des États-Unis pour cette activité. Là, pour le coup, c'est ce qui a été fait. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'Alstom, c'est un maillon essentiel de l'indépendance nationale sur un certain nombre de plans, et que c'est ça ce qui contribue en fait à parler de scandale dans cette affaire. Donc une conclusion sur le chapitre 1, j'espère n'avoir pas été trop long, pour faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit.
Alstom, concrètement, c'est une ancienne filiale de la CGE. Ça, on l'aura compris. Deux mauvais PDG, Serge Tchourouk, qui a provoqué la scission entre Alcatel et Alstom, et Pierre Bilger, qui a ruiné le groupe par un mauvais projet, ont totalement ruiné en fait cette société en l'espace de 5 ans, alors que c'était une société qui se portait à merveille. L'État français, à ce moment-là, est évidemment rentré au capital entre 2003 et 2006, encadré par l'Union européenne, et a vendu ses parts à Bouygues, qui se faisant a rendu service à l'État, il faut le reconnaître. Martin Bouygues est entré parce qu'il fallait bien que quelqu'un entre au capital d'Alstom, et il y avait très peu d'industriels qui le voulaient. En 2010, Alstom a racheté son activité transmission et distribution à Areva en s'endettant massivement, activité qui lui avait été imposée par l'Union européenne d'être vendue. En 2011, le groupe réorganise ses activités donc en 4 branches que je vous ai citées. Sur ces 4 branches, 3 sont vendues en 2014 à General Electric dans des conditions plutôt suspectes, on le verra, et il se trouve que ce sont aussi les secteurs les plus stratégiques en fait d'Alstom. Donc une première conclusion qu'on peut voir pour conclure ce premier chapitre, c'est que le démantèlement de la CGE a en fait profondément fragilisé Alstom dans un premier temps, et on le verra dans le chapitre suivant, c'est quelque part les conséquences de ce démantèlement qui ont conduit cette filiale d'Alstom à faire face sur le marché mondial à des géants restés eux en conglomérat qui étaient toujours Siemens et General Electric entre autres. Donc les sources pour ce chapitre 1 évidemment sont des sources qui sont assez exhaustives en soi, donc il n'y en a pas beaucoup. Le rapport financier annuel d'Alstom qui présente toutes les activités de la société de façon très claire et très lisible. Le livre d'Ali Laïdi, Le droit, nouvelle arme de guerre économique, pour tout ce qui est présentation de la CGE. Également le livre de Jean-Michel Quatrepoint, Alstom Scandale d'État, qui nous raconte très très bien l'histoire de l'entreprise Alstom, je me suis beaucoup appuyé dessus, et une conférence d'Arnaud Montebourg qui a été livrée en 2019, à laquelle j'ai assisté, sur justement le cas d'Alstom. Donc voilà la fin de ce chapitre 1, et on évoquera ensuite le chapitre 2 qui questionnera les rapports entre Alstom, General Electric et Siemens, c'est-à-dire entre une filiale et des grands conglomérats.